En déposant son CV, elle s'évanouit dans le hall de l'entreprise. Le millionnaire voit tout et trouve une lettre tombée de son sac. Il la lit et change ses plans à l'instant même. À partir de là, l'histoire devient destin. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Paris bouillonnait sous la chaleur intense de ce matin de janvier. Émilie Martin, 28 ans, observait par la fenêtre du bus bondé l'agitation frénétique de l'avenue des Champs-Élysées, cœur financier de la plus grande métropole d'Europe occidentale. Les gratte-ciels imposants semblaient se moquer de ses ambitions. Diplômée en gestion de HEC Paris depuis presque 2 ans, elle n'avait toujours pas réussi à s'établir professionnellement. Les factures s'accumulaient et le loyer du petit appartement qu'elle partageait avec son ami dans le quartier du Marais était en retard. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Sophie, sa colocataire. « Alors, Émilie, tout ira bien ? Aujourd'hui. Tu es incroyable. Donne-moi des nouvelles. » Émilie respira profondément, essayant de croire aux paroles d'encouragement. Dans son sac, en plus du CV impeccablement imprimé sur papier spécial, elle transportait une lettre. Écrite pendant une nuit d'insomnie, ces pages contenaient ses rêves les plus profonds, ses peurs et ses espoirs. Elle n'avait pas l'intention de la remettre à qui que ce soit. C'était un défoulement personnel, une façon d'organiser ses pensées à la veille de l'entretien le plus important de sa vie jusqu'alors. Le bus s'arrêta à l'arrêt proche de l'imposant bâtiment de Laurent Investissement, l'une des plus grandes sociétés de conseil financier du pays. Émilie descendit, ajusta sa veste achetée en solde et vérifia sa montre. Elle était en avance, comme toujours. La ponctualité était l'une des rares choses qu'elle pouvait contrôler dans cette vie d'incertitude. Le hall de l'immeuble était une symphonie de marbre, de verre et d'acier. Des cadres bien habillés circulaient avec l'assurance de ceux qui appartiennent à ce monde. Émilie se sentit petite, déplacée. Son cœur s'accéléra. Des respirations courtes et rapides commencèrent à empêcher l'air d'atteindre ses poumons. « Calme-toi, Émilie. Tu as étudié dans la meilleure école de commerce du pays. Tu mérites d'être ici, » se répétait-elle comme un mantra en se dirigeant vers le comptoir de la réception. La réceptionniste, une femme à l'apparence impeccable et au sourire mécanique, l'accueillit avec une courtoisie professionnelle. « Bonjour, comment puis-je vous aider ? » « Bonjour, je suis Émilie Martin. J'ai un entretien prévu pour le poste d'analyste financière junior à 9h30. » Pendant que la réceptionniste vérifiait ses informations dans le système, Émilie sentit une vague de vertige. L'air conditionné glacial contrastait avec la chaleur qu'elle ressentait intérieurement. Les nuits mal dormies, l'alimentation irrégulière et la pression qu'elle s'imposait prenaient leur tribut. « Mademoiselle Martin, vous pouvez attendre dans la salle d'attente. Quelqu'un viendra vous chercher dans quelques minutes. » Émilie remercia et se dirigea vers l'espace indiqué. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Les lumières fluorescentes de l'environnement semblaient s'intensifier, devenant douloureusement brillantes. Sa vision commença à se troubler sur les bords. « Pas maintenant, s'il vous plaît », supplia-t-elle intérieurement, s'accrochant à son sac comme à une bouée de sauvetage. C'est alors qu'elle vit, traversant le hall, un homme qu'elle reconnut immédiatement des magazines d'affaires. Thomas Laurent, 42 ans, fondateur et PDG de l'entreprise, connu pour avoir transformé une petite société de courtage familial en l'un des plus grands empires financiers de France en moins d'une décennie. L'entrepreneur était accompagné d'un groupe de cadres, tous attentifs à ses paroles. Il y avait une aura de pouvoir autour de lui, quelque chose qui faisait que les gens s'écartaient naturellement sur son passage. C'est à ce moment qu'Émilie sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'anxiété ajoutée au jeûne du matin provoqua une chute brutale de tension. Elle tenta encore d'atteindre un fauteuil proche, mais ses jambes cédèrent. La dernière chose qu'elle vit fut le visage inquiet d'une femme qui passait, tandis que tout autour d'elle s'assombrissait. Thomas Laurent interrompit sa conversation en entendant l'agitation. Il se retourna à temps pour voir la jeune femme s'effondrer. Avec la rapidité de réflexe qui le caractérisait dans les affaires, il fut le premier à arriver jusqu'à elle. « Quelqu'un appelle une ambulance !» ordonna-t-il, tout en s'agenouillant, à côté de la jeune inconnue. Le sac d'Émilie s'était ouvert avec la chute, répandant son contenu sur le sol de marbre.
Parmi les objets, une enveloppe blanche attira l'attention de Thomas. En la ramassant pour la ranger, il remarqua qu'elle était ouverte et que quelques feuilles s'étaient détachées. Ses yeux captèrent des fragments de phrases. Toutes les portes fermées. Je n'abandonnerai pas mon rêve. Prouver ma valeur. Intrigué et en attendant les secours médicaux, Thomas ne résista pas et lut quelques lignes. Ce qu'il trouva fut un récit honnête et poignant d'une jeune battante, déterminée à conquérir sa place dans le monde compétitif, des entreprises, malgré les difficultés. La lettre mentionnait des sacrifices, des nuits d'études après des journées épuisantes comme serveuse, la persévérance malgré des dizaines de CV envoyés sans réponse. Un passage en particulier l'impressionna. « Je ne demande pas de facilité, juste une chance de montrer que je peux transformer les obstacles en marche vers le succès. De la même façon que Thomas Laurent a construit son empire, je crois qu'avec un travail acharné et une vision claire, je peux construire mon propre chemin. » Cette référence à lui, écrite dans un document clairement personnel, toucha quelque chose de profond en Thomas. Il connaissait bien cette lutte. Fils d'une institutrice et d'un petit agent immobilier, il avait grandi dans la banlieue de Lyon. Sa fortune ne lui était pas venue du berceau, mais d'un travail obstiné et de quelques opportunités saisies au bon moment. Les ambulanciers arrivèrent rapidement. Émilie commençait à reprendre conscience, confuse et extrêmement gênée en réalisant où elle était et qui la secourait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» balbutia-t-elle, essayant de se relever. « Ne vous inquiétez pas, vous vous êtes évanoui, mais tout va bien maintenant, » répondit Thomas avec une gentillesse qui surprit ses propres conseillers, habitués à son pragmatisme dans les affaires. « Comment vous sentez-vous ?»« Honteuse, » répondit Émilie avec sincérité, tandis que les ambulanciers vérifiaient ses signes vitaux. « Je suis venu pour un entretien, pas pour causer des problèmes. » Thomas sourit, chose rare sur son visage généralement sérieux. « Un entretien? Pour quel poste ?»« Analyste financière junior, » répondit-elle, essayant de maintenir sa dignité alors qu'elle était encore assise par terre dans le hall, entourée de curieux. Thomas lança un regard à son assistante, qui acquiesça comprenant l'ordre silencieux de vérifier les informations. « Eh bien, Émilie Martin, dit-il, la surprenant en connaissant son nom, je pense que nous allons devoir reporter cet entretien. En attendant, je vous suggère de vous alimenter correctement. Les affaires importantes ne se concluent pas l'estomac vide. » Le paramédical confirma qu'Émilie était stable, probablement victime de stress et d'hypoglycémie. Il ne serait pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital, mais il recommanda du repos et de la nourriture. « Monsieur Laurent, je suis désolé pour ce dérangement, » commença Émilie, mais elle fut interrompue. « Thomas, s'il vous plaît. » Et ce n'était pas un dérangement. En fait, vous m'avez rappelé quelque chose d'important que j'ai tendance à oublier ces derniers temps. « Quoi ?» demanda-t-elle intriguée. « Que derrière chaque CV, il y a une histoire. Et certaines histoires méritent d'être écoutées avec attention, » répondit-il, remettant discrètement l'enveloppe dans son sac. À ce moment-là, tandis que les cadres attendaient impatiemment et que les employés observaient avec curiosité, quelque chose d'inattendu se produisait dans le cœur de l'homme, le plus pragmatique du monde financier français. Une connexion invisible commençait à se former, un pont entre deux mondes apparemment distants, unis par la compréhension mutuelle que les rêves, aussi grands soient-ils, ont besoin d'opportunités pour s'épanouir. 2 heures plus tard, Émilie était assise dans un café au coin du bâtiment de Laurent Investissement. Avec une tasse de café fort dans les mains et un sandwich à moitié entamé dans l'assiette, elle essayait d'assimiler les événements de la matinée. La honte brûlait encore son visage chaque fois qu'elle se rappelait la scène. Elle évanouie sur le sol du hall, secourue par Thomas Laurent lui-même, l'homme dont l'entreprise représentait son rêve. « Ma carrière s'est terminée avant, même de commencer, » murmura-t-elle pour elle-même, vérifiant une fois de plus son téléphone. Aucun message de l'entreprise. À quoi s'attendait-elle? Une offre d'emploi par pitié? C'est alors que la porte du café s'ouvrit et qu'une femme, élégante d'environ 35 ans, entra, regardant autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. Ses yeux trouvèrent Émilie et elle marcha directement vers sa table. « Émilie Martin ?» demanda-t-elle avec un sourire cordial. « Oui. Je m'appelle Claire Dubois, assistante exécutive de Monsieur Laurent. Il aimerait vous parler si vous vous sentez mieux. » Émilie faillit s'étrangler avec son café. « À moi, mais je n'ai même pas passé l'entretien. » Ce
N'est pas à propos de l'entretien, répondit Claire, gardant le mystère. Si vous pouvez m'accompagner. Le retour à l'imposant bâtiment fut encore plus intimidant que la première fois. Au lieu d'être dirigée vers la salle d'entretien du département RH, Émilie fut conduite à l'ascenseur exécutif qui menait directement au dernier étage où se trouvait le bureau du PDG. Dans l'ascenseur miroir, Émilie observa son reflet. Elle essaya d'arranger ses cheveux bouclés qui s'échappaient obstinément du chignon improvisé. Sa veste bleu marine était légèrement froissée et le chemisier blanc montrait des traces du café qu'elle avait bu, loin de l'image impeccable qu'elle avait prévue pour l'entretien. Monsieur Laurent est en visioconférence, mais il a demandé que vous l'attendiez dans son bureau, informa Claire, la conduisant à travers une vaste salle d'attente décorée d'art contemporain français. Le bureau de Thomas Laurent était un espace impressionnant, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de Paris. La décoration mélangeait des éléments modernes avec des pièces de design français. Sur l'un des murs, une série de photographies montrait Thomas dans différents endroits du pays, toujours aux côtés de personnes simples, pêcheurs sur la côte bretonne, artisans dans la campagne provençale, communautés agricoles dans le Massif central. Ce sont des projets de la Fondation, expliqua Claire, remarquant l'intérêt d'Émilie pour les photos. Monsieur Laurent investit dans des initiatives de développement durable dans des communautés défavorisées. Cette information surprit Émilie. Dans les articles qu'elle avait lus sur lui, Thomas était toujours dépeint comme un homme d'affaires impitoyable, pas comme un philanthrope. « S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Il ne devrait pas tarder, » dit Claire, avant de se retirer. Seule, dans le bureau, Émilie sentit la nervosité revenir. Que pourrait vouloir quelqu'un comme Thomas Laurent avec elle? Prévoyait-il d'offrir une sorte d'aide par pitié? Cette idée la dérangeait profondément. Elle ne voulait pas de charité. Elle voulait être reconnue pour son mérite. 15 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Thomas entra, maintenant sans veste et avec les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude. Il semblait moins intimidant ainsi, plus humain. « Émilie, merci d'être venue. Vous sentez-vous mieux ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. « Oui, beaucoup mieux. Merci pour l'invitation, mais j'avoue que je suis curieuse quant au motif. » Thomas sourit, appréciant la franchise. « Droit au but, j'aime ça. » Il s'assit non pas derrière son imposant bureau, mais dans le fauteuil à côté d'elle. « J'ai lu votre lettre. » Le sang d'Émilie se glaça. « Ma lettre ? » ?»« Oui, celle qui est tombée de votre sac quand vous vous êtes évanoui. Je sais que c'était une invasion de vie privée et je vous présente mes excuses. Mais quelque chose dans ces mots m'a profondément touché. » Émilie sentit son visage brûler de honte. Cette lettre était un défoulement personnel, jamais destiné à des yeux étrangers, encore moins à ceux de Thomas Laurent. « Je comprends votre réaction, continua-t-il, remarquant son malaise. Mais je veux que vous sachiez que ce que j'ai lu m'a fait me souvenir de moi-même il y a 20 ans. La même détermination, les mêmes rêves, les mêmes obstacles apparemment insurmontables. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. « Savez-vous ce qui a fait la différence dans ma vie, Émilie ? Une opportunité. Une seule personne qui a cru en moi quand tous disaient que je n'étais qu'un garçon ambitieux de banlieue. » Et il se tourna vers elle avec une expression décidée. « Votre CV est impressionnant. Formation à HEC, expérience comme stagiaire dans 2 entreprises respectables, maîtrise de 3 langues. Mais ce qui m'a impressionné, ce ne sont pas ses références, mais la personne derrière elle. La jeune femme qui a écrit cette lettre. » Émilie resta silencieuse, incertaine de la façon de réagir. Une partie d'elle voulait le remercier, une autre partie craignait d'être l'objet de pitié. « J'ai une proposition pour vous, » dit Thomas, se rasseyant. « Ce n'est pas le poste d'analyste junior pour lequel vous avez postulé. »« Non, non, c'est quelque chose de différent. Je lance un nouveau projet dans l'entreprise, une division axée sur les investissements sociaux innovants. Nous avons besoin de personnes qui comprennent à la fois la finance et la réalité sociale française. Des personnes qui ont non seulement des connaissances techniques, mais aussi de la sensibilité et un but. » Émilie se pencha légèrement en avant, intriguée. « Ce serait un poste d'assistante exécutive, directement sous ma supervision. Le salaire est considérablement plus élevé que celui du poste d'analyste, mais le travail est aussi plus exigeant et les attentes plus élevées. L'offre était
inattendue et semblait trop belle pour être vraie. Émilie sentit le scepticisme grandir. Pourquoi offrirait-il un poste aussi important à quelqu'un qu'il connaissait à peine? Comme s'il lisait dans ses pensées, Thomas ajouta « Ce n'est pas de la philanthropie, Émilie, c'est un pari calculé. J'ai vu quelque chose en vous que je crois être précieux pour l'entreprise, mais je n'attends pas une réponse immédiate. Réfléchissez-y. » Il lui remit un dossier avec les détails de la proposition. Votre entretien pour le poste d'analyste est maintenu si vous préférez suivre cette voie. La décision vous appartient. Sur le trajet du retour dans un autre bus bondé, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à la proposition surréaliste. En arrivant au petit appartement, elle trouva Sophie, anxieuse pour des nouvelles. « Alors, comment ça s'est passé? Tu as obtenu le poste ?» Émilie raconta tout, depuis l'évanouissement embarrassant jusqu'à la proposition inattendue. « C'est incroyable, Amy !» s'exclama Sophie, feuilletant le dossier avec les détails de l'offre. « Mais ça semble étrange, non? Un type que tu n'as jamais vu de ta vie t'offre un poste important comme ça, sans raison. » Le doute tourmentait aussi Émilie. Était-ce un geste sincère ou y avait-il d'autres intentions? Thomas Laurent était connu pour son flair commercial, pas pour des actes de charité. « Je crois qu'il n'y a qu'un moyen de le découvrir, dit-elle finalement. Je vais accepter. » 3 jours plus tard, Émilie commençait son premier jour chez Laurent Investissement. Le badge sur sa poitrine indiquait non pas le poste d'analyste junior, mais celui d'assistante exécutive. Projets spéciaux. Claire Dubois. L'assistante de Thomas, qui travaillerait désormais côte à côte avec Émilie, fut celle qui l'accueillit le premier jour. « Thomas a de grandes attentes pour vous », commenta Claire en lui montrant le bureau qu'elle partagerait. « Il se trompe rarement sur les gens. »« J'espère ne pas être la première exception », répondit Émilie, essayant de dissimuler sa nervosité. La journée se déroula dans un tourbillon d'informations, de présentations et de protocoles. Émilie rencontra les principaux cadres de l'entreprise, tous clairement curieux au sujet de la nouvelle assistante que Thomas avait engagée de manière si inhabituelle. À la fin de la journée, Claire l'invita à prendre un café. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda la vétérane. « Qu'y avait-il dans cette lettre qui a tant impressionné Thomas ?» Émilie hésita. Elle n'était pas sûre de vouloir partager quelque chose d'aussi intime. D'un autre côté, elle avait besoin d'alliés dans ce nouveau monde. J'ai écrit sur mes luttes et mes rêves, sur comment j'ai grandi en voyant ma mère, professeure dans une école publique, élever seule 3 enfants, sur comment j'ai réussi à entrer à l'université grâce à des programmes d'inclusion sociale, et comment je rêve un jour de pouvoir aider des jeunes de quartiers défavorisés à avoir les mêmes opportunités. Claire sourit. Je comprends. Maintenant, vous avez touché son point faible. Comment ça? L'histoire de Thomas que les médias racontent n'est que la partie glamour. Peu savent qu'il a grandi dans la banlieue lyonnaise, fils d'une institutrice comme votre mère. Sa première opportunité est venue d'un professeur d'université qui a reconnu son potentiel. C'est pourquoi il maintient la fondation qui soutient de jeunes talents issus de quartiers défavorisés. Cette révélation éclaira tout sous une nouvelle perspective. Ce n'était pas la pitié qui avait motivé Thomas, mais l'identification. En rentrant chez elle ce soir-là, Émilie était épuisée mais étrangement pleine d'espoir. Sur sa table de chevet, elle laissa un petit carnet. 9, sur la première page, elle écrivit « Aujourd'hui commence un nouveau voyage. Je ne sais pas où il me mènera, mais je me promets que, peu importe à quel point je m'élèverai, je n'oublierai jamais d'où je viens et qui m'a tendu la main quand j'en avais besoin. » Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que ce jour marquait non seulement le début de sa carrière, mais aussi une transformation dans la vie de Thomas Laurent. Une transformation que tous deux étaient loin d'imaginer. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. En 3 mois de travail directement avec Thomas Laurent, Émilie apprit davantage sur le monde des affaires que pendant toutes ces années à l'université. Ce n'était pas seulement des leçons techniques sur la finance et les investissements, mais aussi sur l'éthique, le leadership et la finalité. Tous les matins, Thomas réservait 1 heure pour le mentorat personnel. Dans ces moments, il partageait non seulement des stratégies commerciales, mais aussi des histoires de son propre parcours, les erreurs, les doutes, les moments où il avait presque abandonné. Le secret n'est pas de ne jamais tomber, Émilie. C'est d'apprendre à se relever plus vite à chaque chute,
disait-il, tandis qu'ils révisaient ensemble les rapports qu'elle avait préparés sur des projets potentiels d'investissement social. La nouvelle division que Thomas créait, appelée Laurent Social Ventures, avait pour objectif d'identifier des entreprises ayant un impact social positif pour recevoir des investissements de la société. C'était un modèle hybride entre philanthropie et capital risque, quelque chose encore pionnier en France. Un après-midi particulièrement agité, Émilie accompagnait Thomas lors d'une réunion avec des partenaires potentiels quand elle reçut un appel inattendu. C'était sa mère, Madame Monique, appelant de l'hôpital où elle travaillait comme auxiliaire de services généraux depuis qu'elle avait perdu son emploi d'enseignante pendant la pandémie. « Maman, quelque chose est arrivé ?» demanda Émilie, s'éloignant discrètement de la salle de réunion. « Ma fille, désolée d'appeler pendant ton travail, mais je n'ai pas pu me retenir. Le poste de coordinatrice administrative de l'hôpital s'est libéré et j'ai pensé à... Toi, je sais que ton emploi actuel est bon, mais ici ce serait plus près de la maison et... Maman, interrompit Émilie avec délicatesse, je suis heureuse chez Laurent, très heureuse, et le salaire me permet de t'aider, toi et mes frères. C'est important pour moi. » Le silence de l'autre côté de la ligne révélait l'inquiétude maternelle. « Je sais que tu penses que cet entrepreneur est trop gentil pour être vrai, maman. Mais Thomas est différent de ce que nous imaginions. Il croit vraiment en mon potentiel. » Après avoir raccroché, Émilie remarqua que Thomas était sorti de la salle de réunion et l'observait depuis le couloir. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, c'était ma mère. Elle s'inquiète encore que cet emploi soit... Eh bien, trop beau pour être vrai. » Thomas sourit, compréhensif. « Les mères ont un sixième sens pour protéger leurs enfants. Peut-être devrions-nous l'inviter à visiter l'entreprise, voir ce que vous faites ici. » La suggestion surprit Émilie. « Serait-ce possible ?»« Bien sûr. En fait, je pense organiser un événement pour que les familles des employés découvrent nos projets sociaux. Votre mère pourrait donner un retour précieux sur la façon dont nous communiquons notre mission. » Ce simple geste démontrait quelque chose qu'Émilie commençait à percevoir. Pour Thomas, les affaires ne se séparaient pas des personnes. Chaque décision, chaque projet, chaque investissement avait des visages et des histoires derrière. À la fin de cette semaine-là, lors d'une des sessions de mentorat, Thomas fit une proposition inhabituelle. « J'ai un ami, Paul Mercier, professeur d'économie sociale à Sciences Po. Il organise un concours national de projets d'impact social. Je pense que vous devriez y participer. » Émilie fronça les sourcils, confuse. « Moi ? Mais je n'ai pas de projet personnel. » « Pas encore. » sourit Thomas. « Mais j'ai vu comment vous analysez les projets qui nous parviennent. Vos observations sont toujours perspicaces, identifiant des points forts et faibles que même des analystes expérimentés laissent en passer. Vous avez un regard unique, Émilie. Un regard qui combine rigueur analytique et sensibilité sociale. Je ne sais pas, Thomas. J'ai tant de responsabilités ici et j'apprends encore. Justement, ce concours serait une excellente opportunité d'apprentissage. Le prix inclut du mentorat avec des experts en entreprise sociale, en plus d'un capital d'amorçage pour démarrer le projet. Face à son hésitation, Thomas ajouta « Paul a été mon mentor à l'université. C'est lui qui a cru en moi quand je n'étais qu'un garçon de banlieue avec des rêves trop grands. Il aimerait vous rencontrer. » La mention de ce nom éveilla quelque chose dans la mémoire d'Émilie. Paul Mercier, l'auteur de Économie solidaire, nouveau paradigme pour la France ? Exactement. Vous connaissez son travail ? Le connaître, c'est le livre qui m'a inspiré à étudier la gestion. Je voulais utiliser des connaissances en management pour créer un impact social positif. Thomas sourit, satisfait. Alors c'est décidé. Je vais organiser un déjeuner pour que vous rencontriez. La rencontre avec le professeur Paul Mercier eut lieu un vendredi après-midi, dans un restaurant près de Sciences Po. À 65 ans, Paul émanait la tranquillité de celui qui avait consacré sa vie à unir théorie et pratique dans la quête d'une France plus juste. « Thomas m'a beaucoup parlé de vous, Émilie, » dit le professeur après les présentations. « Il m'a dit que vous avez la même flamme dans les yeux qu'il avait à 20 ans. » Émilie sourit, flattée et un peu gênée. « Thomas exagère, je ne fais que commencer. » « Nous ne faisons tous que commencer, ma chère. La vie est un éternel. »« Recommencement, » philosopha Paul. « Maintenant, parlez-moi de vos idées pour le concours. » Pendant les 2 heures suivantes, Émilie partagea des pensées qu'elle cultivait depuis l'adolescence.
quand elle voyait sa mère lutter pour éduquer 3 enfants avec un salaire d'enseignante. Elle parla de la nécessité de créer des ponts entre l'éducation formelle et le marché du travail, en particulier pour les jeunes des quartiers défavorisés. Le problème n'est pas seulement de donner accès à l'université, expliqua-t-elle, avec une passion croissante. C'est aussi de garantir que ces jeunes puissent y rester et ensuite trouver des opportunités dignes sur le marché. Combien de talents perdons-nous parce que des étudiants doivent abandonner leurs études pour travailler ou parce que, même diplômés, ils ne parviennent pas à franchir les barrières invisibles du préjugé social? Paul écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions qui aidaient Émilie à mieux organiser ses idées. Thomas, quant à lui, observait l'interaction avec un sourire discret, comme quelqu'un qui voit un plan fonctionner. Vous avez même un talent naturel pour communiquer vos idées, commenta Paul. Avez-vous déjà pensé à enseigner ou à donner des conférences? Émilie rit. Moi? Non, je n'ai jamais envisagé cela. J'ai toujours été timide pour parler en public. Ça ne se voit pas, insista le professeur. Vous parlez avec passion et clarté. C'est rare. À la fin du déjeuner, Paul fut catégorique. Vous devez participer au concours, Émilie. Votre projet a le potentiel non seulement de gagner, mais d'inspirer des changements réels dans l'écosystème d'innovation sociale du pays. Sur le chemin du retour à l'entreprise, Thomas semblait satisfait. Qu'avez-vous pensé de Paul? Incroyable, répondit Émilie, encore enthousiasmée par la conversation. Il est exactement comme je l'imaginais en lisant ses livres, brillant, humain, accessible. Et qu'a-t-il pensé de vous? Émilie haussa les épaules, modeste. Il a semblé apprécier mes idées. Thomas rit. Apprécier? Il m'a envoyé un message pendant que vous étiez aux toilettes. Il a dit que vous êtes l'un des esprits les plus prometteurs qu'il ait rencontrés ces dernières années. Le rouge monta au visage d'Émilie. Elle n'était pas habituée aux compliments, surtout venant de quelqu'un qu'elle admirait tant. Le concours aura lieu dans 2 mois, continua Thomas. Je vais ajuster votre agenda pour que vous ayez le temps de développer votre projet correctement. Mais, et vos demandes? Je ne peux pas négliger mon travail. Émilie, interrompit Thomas avec gentillesse, comprenez une chose, investir. Dans votre développement n'est pas une faveur que je vous fais. C'est un investissement stratégique pour l'entreprise. Plus vous grandirez, plus vous apporterez de valeur à nos projets. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie le reste de la journée. C'était la première fois que quelqu'un, en dehors de sa famille, investissait si délibérément dans son potentiel. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Sophie dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Comment s'est passé? La rencontre avec le gourou de l'économie sociale? Demanda son amie curieuse. Émilie raconta la conversation et la décision de participer au concours. C'est incroyable, Amy. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi ce Thomas investit-il tant en toi? Je veux dire, c'est super, mais les entrepreneurs comme lui ne sont généralement pas connus pour être altruistes. La question dérangeait Émilie, en partie parce qu'elle cherchait elle-même une réponse. Je ne sais pas exactement, admit-elle. Parfois, je pense qu'il voit en moi quelque chose que je n'arrive pas à voir moi-même. Ou peut-être qu'il prépare quelque chose que tu n'as pas encore perçu, suggéra Sophie. Comme quoi? Je ne sais pas. Je trouve juste ça étrange. D'abord, il t'embauche de façon totalement inhabituelle. Puis il fait de toi sa protégée. Maintenant, il te connecte avec des personnes influentes. On dirait qu'il te prépare pour quelque chose de spécifique. L'observation de Sophie planta une graine de doute chez Émilie. Thomas était-il vraiment généreux ou y avait-il un plan plus grand qu'elle ne pouvait pas entrevoir? Cette nuit-là, couchée dans son lit, Émilie revisita mentalement les derniers mois. La transformation dans sa vie avait été si rapide et intense qu'elle avait à peine eu le temps de s'interroger. D'une jeune femme désespérée cherchant un emploi à protéger de l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays, d'analyste junior à candidate dans un prestigieux concours national. « Quel est ton véritable plan, Thomas Laurent ?» murmura-t-elle, avant de s'endormir. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Thomas discutait de son avenir avec Paul Mercier au téléphone. « Elle a le potentiel que nous imaginions ?» demandait Thomas. « Plus, » répondit Paul. « Beaucoup plus. Elle n'est pas seulement brillante, Thomas. Elle a quelque chose de rare. L'authenticité.
Et cela, mon ami, est ce qui peut vraiment transformer le marché de l'impact social en France. Alors nous sommes sur la bonne voie. Oui, mais attention, elle est perspicace. Elle percevra bientôt qu'il y a plus dans votre intérêt pour elle qu'un simple mentorat. Thomas sourit. Je compte là-dessus, Paul. Je compte exactement là-dessus. Dans les semaines qui suivirent, Émilie plongea dans le développement de son projet pour le concours. Chaque moment libre était consacré à des recherches, des entretiens avec des jeunes de quartiers défavorisés et des consultations avec des experts en éducation et en employabilité. Son appartement se transforma en un petit quartier général, avec des murs couverts de post-it colorés et de diagrammes complexes. Sophie observait son amie avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu dors au moins 4 heures par nuit ?» demanda-t-elle un matin, trouvant Émilie déjà réveillée et travaillant à 5 heures du matin. « Suffisamment, » répondit Émilie sans détourner les yeux de l'écran de l'ordinateur. « Ce projet doit être parfait, Sophie. Ce n'est pas juste une compétition pour moi. Il s'agit de prouver quelque chose à Thomas ?» Émilie regarda finalement son amie. « Non, il s'agit de prouver quelque chose à moi-même, que je peux faire la différence, que mes idées ont de la valeur. » Là. Vérité qu'Émilie hésitait encore à admettre à elle-même, c'est que le projet était devenu une obsession. Non seulement pour l'opportunité de gagner le concours, mais parce que pour la première fois, elle sentait qu'elle pourrait concrétiser les rêves qu'elle nourrissait depuis l'adolescence. Son projet, intitulé « Passerelle », proposait une plateforme intégrée qui connectait des étudiants universitaires à faible revenu à des stages et du mentorat dans des entreprises engagées dans la diversité et l'inclusion. La différence résidait dans l'accompagnement personnalisé. Chaque jeune aurait accès à des formations spécifiques pour développer non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences socio-émotionnelles essentielles pour naviguer dans l'environnement corporatif. Un après-midi particulièrement difficile, alors qu'Émilie luttait pour finaliser la section financière du projet, Thomas apparut à son bureau avec une proposition inattendue. « J'ai besoin de vous à Marseille la semaine prochaine », annonça-t-il. Émilie le regarda confuse. « Marseille, mais le concours est dans 3 semaines et j'ai encore tant à faire. » Justement pour cela, nous inaugurons un hub d'innovation sociale dans les quartiers nord de Marseille. Ce sera une opportunité unique de voir en pratique le type d'initiative que votre projet propose. Les quartiers nord étaient l'une des zones les plus défavorisées de la cité phocéenne, avec des taux élevés d'inégalité sociale, mais aussi avec un mouvement culturel et entrepreneurial vibrant. De plus, continua Thomas, vous pourrez présenter une ébauche de votre projet aux leaders communautaires locaux et recevoir un retour direct. Rien de plus précieux que la perspective de ceux qui vivent la réalité que nous voulons transformer. L'idée était tentante, mais Émilie hésita. Et s'il déteste le projet? Et si je découvre que je suis complètement déconnecté de la réalité? Thomas sourit. Ce serait un apprentissage précieux, non? Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après la mise en œuvre. Il était impossible d'argumenter contre cette logique. D'accord, céda Émilie. Quand partons-nous? Demain. Matin. Claire est déjà en train d'organiser les billets. Demain? Émilie cria presque. Mais je dois préparer la présentation, organiser le matériel, prévenir ma famille. La présentation doit être authentique, pas répétée. Le matériel, nous l'avons déjà. Et quant à votre famille? Thomas fit une pause stratégique. J'ai pensé que votre mère aimerait vous accompagner. Émilie cligna des yeux, incrédule. Ma mère? Oui, Madame Monique a de l'expérience dans le secteur éducatif et dans le domaine de la santé, n'est-ce pas? Sa perspective serait précieuse, et elle pourrait enfin voir ce que vous faites ici. La proposition était si inattendue qu'Émilie ne savait pas comment réagir. Sa mère, visitant un projet social aux côtés de l'un des entrepreneurs les plus puissants du pays. Elle n'a jamais pris l'avion, fut tout ce qu'elle réussit à dire. Il y a toujours une première fois, répondit Thomas en s'éloignant déjà. On se retrouve demain à l'aéroport, à 7 heures. Ce soir-là, après avoir convaincu Madame Monique qu'il ne s'agissait pas d'une blague, Émilie essayait de l'aider à décider quoi emporter pour le voyage. « Je ne comprends pas pourquoi cet homme veut que je vienne, répétait Madame Monique nerveuse. Qu'est-ce que je peux apporter? Beaucoup, maman, tu as travaillé. Comme professeur pendant 20 ans.
Tu connais la réalité des écoles publiques mieux que n'importe quel consultant qu'il pourrait engager. » Madame Monique soupira, encore méfiante. « J'espère que tu as raison, ma fille. Je ne veux pas te faire honte. » Émilie serra sa mère dans ses bras avec force. « Impossible, tu es ma plus grande fierté. » Le voyage à Marseille se révéla être une expérience transformatrice. Voir l'éclat dans les yeux de sa mère en montant dans l'avion pour la première fois, l'observer interagir avec confiance avec les leaders communautaires, écoutant attentivement leurs histoires et partageant ses propres expériences. Tout cela montra à Émilie une facette de Madame Monique que le travail acharné et les préoccupations financières avaient obscurci au fil des ans. Pendant les 3 jours dans la cité phocéenne, Émilie présenta son projet à divers groupes, jeunes universitaires, entrepreneurs locaux, éducateurs et leaders communautaires. Les retours furent majoritairement positifs, mais elle reçut aussi des critiques importantes qui l'aidèrent à affiner des aspects cruciaux de la proposition. Ce fut pendant une table ronde avec de jeunes entrepreneurs qu'une révélation inattendue survint. L'une des participantes, Yasmine, approximativement du même âge qu'Émilie, partagea. « Vous savez, c'est impressionnant de voir Laurent Investissement ici. Mon frère a participé au premier programme de bourse de la Fondation Laurent il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est ingénieur et travaille en Allemagne. » Émilie fronça les sourcils, confuse. « Le premier programme de bourse, je pensais que la fondation était récente. » Yasmine secoua la tête. « Non, non, elle existe depuis longtemps, mais avant elle avait un autre nom. C'était la Fondation Nouveau Horizon, créée par l'épouse de Thomas Laurent. Après qu'elle soit partie, il a repris la fondation et changé le nom. » Cette information prit Émilie complètement par surprise. Thomas n'avait jamais mentionné être veuf ou avoir perdu quelqu'un de proche. Plus tard, pendant le dîner à l'hôtel, Émilie ne put contenir sa curiosité et demanda à Claire qui les accompagnait dans le voyage. « Claire, Thomas a-t-il déjà été marié ?» L'assistante exécutive sembla momentanément mal à l'aise. « Oui, mais c'était il y a longtemps. Pourquoi ?»« J'ai entendu quelque chose sur la fondation ayant été créée par son épouse. » Claire hocha lentement la tête. Hélène était professeure d'université, spécialiste du développement social. La fondation était son rêve avant qu'elle ne tombe malade. Émilie hésita, ne sachant pas comment formuler la question délicate. Oui, il y a 8 ans, leucémie, ce fut dévastateur pour Thomas. Soudain, beaucoup de choses commencèrent à faire sens pour Émilie. L'intérêt de Thomas pour les projets sociaux, sa connexion avec le professeur Paul, qu'il avait probablement connu par l'intermédiaire d'Hélène, et peut-être même son intérêt à aider Émilie. Le lendemain matin, lors d'une promenade sur le vieux port de Marseille avant les réunions, Émilie trouva Thomas contemplant la mer. Elle décida de s'approcher. « Merci d'avoir invité ma mère, dit-elle. C'est une expérience incroyable pour nous deux. » Thomas sourit. « Votre mère est une femme remarquable. Hier, elle a donné une véritable leçon aux éducateurs locaux sur la façon d'engager des élèves démotivés. » Émilie respira profondément, rassemblant son courage. « Thomas, hier j'ai découvert quelque chose sur la fondation, sur Hélène. » Son visage se transforma subtilement, un mélange de surprise et de résignation. « J'imaginais qu'à un moment ou un autre, cela viendrait à se savoir. Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé ?» Thomas se tourna à nouveau vers la mère. « Parce que je ne voulais pas que vos actions soient motivées par la pitié ou par une perception déformée de moi. » Ils restèrent en silencieux quelques instants, seul le bruit des vagues remplissant l'espace entre eux. « Hélène était comme vous, » dit finalement Thomas. « Brillante, idéaliste, déterminée à changer le monde. Quand nous nous sommes rencontrés, je n'étais qu'un analyste d'investissements ambitieux, exclusivement concentré sur le profit. Elle m'a appris que les affaires peuvent être un véhicule de transformation sociale. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Quand j'ai lu votre lettre, Émilie, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Cette même flamme, cette même conviction qu'il est possible de concilier réussite dans les affaires et impact social positif. » Émilie sentit un nœud dans sa gorge. « Alors je suis une sorte de remplaçante ?» Thomas la regarda directement. « Non, vous êtes vous-même, unique et extraordinaire à votre manière, mais je reconnais en vous la même force que j'admirais chez Hélène. Et je sais qu'elle serait heureuse de voir le travail de la Fondation continuer à travers des personnes comme vous. »
Cette conversation modifia profondément la perception d'Émilie sur Thomas et sur son propre rôle chez Laurent Investissement. Il ne s'agissait pas seulement d'une opportunité professionnelle, mais d'un héritage. Un héritage qu'elle sentait maintenant la responsabilité d'honorer. Dans l'avion de retour à Paris, tandis que sa mère dormait tranquillement dans le siège à côté, Émilie prit des notes frénétiques, restructurant complètement son projet. L'expérience à Marseille lui avait montré de nouveaux angles, de nouvelles possibilités, et surtout, l'importance de construire quelque chose qui pourrait exister au-delà d'elle-même. Une phrase qu'elle avait entendue d'une des leaders communautaires résonnait dans son esprit. Le véritable impact n'est pas dans ce que nous construisons, mais dans ce que nous inspirons les autres à construire. En débarquant à Paris, Madame Monique serra sa fille dans ses bras avec une force inhabituelle. « Je suis si fière de toi, ma fille, non seulement pour ce que tu es en train d'accomplir, mais pour qui tu deviens. » Émilie sourit, émue. « C'est grâce à toi, maman. »« Non, » rétorqua Madame Monique avec fermeté. « C'est grâce à toi-même. Ça l'a toujours été. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Émilie revisita la lettre qui avait changé sa vie, ce défoulement sincère qui, par un hasard du destin, était tombé entre les mains de Thomas Laurent. Entre larmes et sourires, elle écrivit une nouvelle lettre, cette fois adressée à elle-même dans le futur. « Chère Émilie du futur, j'espère que quand tu liras ceci, tu te souviendras encore du jour où tu as découvert que parfois nos plus grands défis ne sont que des portes vers nos plus grands desseins. » Ce qu'Émilie n'imaginait pas, c'est que les plus grandes révélations et défis étaient encore à venir, et que le concours ne serait que le premier chapitre d'une histoire bien plus grande qu'elle ne pouvait prévoir. L'amphithéâtre de Sciences Po était comble. Plus de 500 personnes s'agglutinaient pour assister à la finale du concours national de projets d'impact social. Parmi les 10 finalistes, Émilie était la seule qui ne représentait pas une ONG déjà établie ou une start-up avec des années de présence sur le marché. Dans les coulisses, elle essayait de contrôler le tremblement de ses mains tout en révisant une dernière fois les diapositives de sa présentation. Les paroles de Thomas prononcées la veille, lors d'un dîner de préparation, résonnaient dans son esprit. « Ne vous inquiétez pas d'impressionner le jury. Concentrez-vous sur la connexion avec eux. Faites-leur ressentir ce que vous ressentez. » Le Tiso, professeur Paul Mercier qui présidait le jury, s'était tenu à distance pendant tout le processus pour éviter toute apparence de favoritisme. Cela signifiait qu'Émilie n'avait aucune idée de comment il réagirait à la version finale de son projet, substantiellement modifiée après le voyage à Marseille. Prochaine présentation, Émilie Martin, projet Passerelle, annonça la présentatrice. Un profond soupir, un dernier ajustement de la veste prêtée par Claire, et Émilie marcha vers la scène, consciente des regards curieux qui la suivaient. Au premier rang, Madame Monique souriait nerveusement à côté de Sophie. Quelques rangées derrière, Thomas observait attentivement, son visage un masque de sérénité qui ne révélait aucune émotion. Contrairement aux autres candidats qui avaient commencé leur présentation avec des statistiques impressionnantes et des projections ambitieuses, Émilie commença par une histoire. « Quand j'avais 12 ans, ma mère, professeure dans une école publique, est rentrée à la maison en pleurant. Une de ses élèves les plus brillantes avait abandonné l'école pour travailler et aider au revenu familial. Cette nuit-là, j'ai vu ma mère écrire des dizaines de lettres à des entreprises locales, demandant une opportunité de stage pour cette jeune fille, quelque chose qui lui permettrait de continuer à étudier. Aucune entreprise n'a répondu. Émilie fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de sa mère dans le public. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, l'histoire se répète quotidiennement dans toute la France. Des talents exceptionnels sont gaspillés, non par manque de capacité, mais par manque de passerelles. Des passerelles entre le potentiel et l'opportunité, entre le rêve et la réalité. Dans les 15 minutes suivantes, Émilie présenta sa vision du projet Passerelle avec une passion et une éloquence qui surprirent même Thomas. Ce n'était pas seulement une plateforme de connexion entre étudiants et entreprises, mais un écosystème complet de soutien qui incluait du mentorat, le développement de compétences socio-émotionnelles, un accompagnement psychologique et, le plus innovant, un système de microcrédit éducatif. Nous ne voulons pas seulement aider les jeunes à obtenir des emplois, expliqua-t-elle approchant de la fin.
Nous voulons les transformer en agents de changement au sein des organisations, des personnes capables d'ouvrir des portes pour d'autres qui viendront après eux, parce que la véritable inclusion ne se produit pas quand une entreprise embauche une personne d'un quartier défavorisé. Elle se produit quand cette personne devient partie prenante de la direction et transforme la culture organisationnelle de l'intérieur. La présentation se termina par une projection audacieuse. Créer un label de certification pour les entreprises véritablement engagées dans la diversité et l'inclusion, basé non pas sur des discours ou des politiques formelles, mais sur des résultats concrets. Le silence qui suivit fut brisé par une vague d'applaudissements. Du premier rang, Madame Monique ne pouvait contenir ses larmes de fierté. Sophie applaudissait frénétiquement. Et Thomas, généralement impassible, affichait un sourire discret qui, pour Émilie, valait plus que n'importe quelle ovation. Les questions du jury furent incisives, notamment sur la viabilité financière du projet et l'évolutivité du modèle. Émilie répondit avec assurance, démontrant sa maîtrise non seulement de la théorie, mais des applications pratiques et des défis réels rencontrés par des initiatives similaires. Lorsque le professeur Paul prit finalement la parole, sa question surprit tout le monde. « Mademoiselle Martin, votre projet est brillant sur le papier, mais comment pouvons-nous être sûrs que dans la pratique, il ne deviendra pas simplement une initiative bien intentionnée de plus qui échoue à générer un impact durable ?» La question, presque provocatrice, généra un murmure dans l'assistance. Émilie sentit le poids de tous les regards sur elle. Pendant un instant, l'insécurité menaça de revenir, mais elle se souvint alors de Yasmine et des autres jeunes qu'elle avait rencontrés à Marseille. « Professeur Mercier, vous avez absolument raison de poser cette question. L'histoire de la France est remplie de projets sociaux qui commencent avec enthousiasme et finissent dans l'oubli. La différence du projet Passerelle réside dans 3 piliers fondamentaux. » Elle leva un doigt. Premièrement, ce n'est pas une initiative de charité, mais de transformation structurelle. Les entreprises participantes ne feront pas des faveurs, mais investiront stratégiquement dans des talents sous-exploités. Un deuxième doigt se leva. Deuxièmement, le projet inclut des métriques claires d'impact et des mécanismes de responsabilité. Les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements perdront leur certification publiquement. Et enfin, le troisième doigt, plus important encore, le projet Passerelle ne dépend pas d'une personne ou d'une organisation. Il a été conçu pour être autosuffisant et géré collectivement par les bénéficiaires eux-mêmes à mesure qu'ils progressent dans leur carrière. Nous ne voulons pas créer de la dépendance, mais de l'autonomie. Le professeur Paul acquiesça lentement, une lueur de satisfaction dans ses yeux. Excellente réponse, mademoiselle Martin. Merci. À la fin de toutes les présentations, le jury se retira pour délibérer. Émilie fut accueillie dans les coulisses par Madame Monique et Sophie, toutes deux débordant de fierté. « Ma fille, tu étais incroyable là-haut !» s'exclama Madame Monique en l'embrassant. « Sérieusement, Émi, qui es-tu et qu'as-tu fait de mon ami timide ?» plaisanta Sophie. Thomas s'approcha discrètement. « Puis-je voler l'étoile pour 1 minute ?» S'éloignant légèrement, il remit à Émilie une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle intriguée. « Ouvrez-la quand vous serez seul, répondit-il énigmatique, indépendamment du résultat du concours. Avant qu'Émilie puisse insister, le professeur Paul apparut, annonçant que le jury était parvenu à une décision. De retour dans l'amphithéâtre, la tension était palpable. Émilie sentait son cœur battre contre sa poitrine, tandis que la présentatrice remerciait tous les participants pour la qualité des projets. Et le gagnant du concours national de projets d'impact social de cette année est une pause dramatique. À le bruit d'une enveloppe qu'on ouvre, projet Passerelle d'Émilie Martin. L'amphithéâtre explosa en applaudissements. Madame Monique cria de joie. Sophie sautait comme une enfant. Et Émilie resta immobile quelques secondes, incapable de traiter complètement ce qu'elle venait d'entendre. Ce fut Thomas qui la ramena à la réalité, avec un toucher doux sur l'épaule. « Votre moment, Émilie. Allez-y. » Sur scène, recevant le trophée et le chèque symbolique représentant le capital d'amorçage, Émilie était radieuse. Son discours de remerciement, bref et émouvant, culmina avec une promesse. Ce prix n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'une mission. La mission de construire une France où le talent et l'effort pèsent plus que le code postal de naissance ou le nom de famille. La cérémonie fut suivie d'une réception
où Émilie se vit entourée de journalistes, de représentants d'entreprises intéressés par le projet et d'autres participants au concours. À un moment donné, se sentant submergée, elle s'échappa vers un couloir tranquille, cherchant quelques minutes de silence. C'est alors qu'elle se souvint de l'enveloppe que Thomas lui avait donnée. En l'ouvrant avec soin, elle trouva une clé et une petite carte qui disait simplement « Pour le prochain chapitre, terrasse du bâtiment, 20 heures ». Intriguée, Émilie consulta sa montre. 19h45. Elle décida de suivre l'indice. La terrasse de l'université offrait une vue splendide de Paris au crépuscule. Thomas y était déjà contemplant l'horizon avec une coupe de champagne à la main. « Félicitations, Émilie, dit-il en la voyant. Une victoire plus que méritée. »« Merci, Thomas, pour tout. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Il secoua la tête. « J'ai simplement ouvert une porte. Vous avez construit le chemin. » Il lui offrit une coupe de champagne et leva la sienne pour un toast. « Au projet Passerelle. »« Au projet Passerelle, » répéta Émilie. « Mais Thomas, qu'est-ce que c'est ?» Elle montra la clé. « C'est la clé de votre nouveau bureau, en fait, de votre nouvelle entreprise. » Émilie cligna des yeux, confuse. « Ma nouvelle... Quoi? Vous? Ne pensez pas que vous allez mettre en œuvre le projet Passerelle toute seule, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une structure, d'une équipe. » Thomas marcha jusqu'à une table proche et prit un dossier qu'Émilie n'avait pas remarqué auparavant. Laurent Investissement veut être le premier investisseur du projet Passerelle, non pas comme une initiative de responsabilité sociale, mais comme un véritable investissement d'impact. Nous croyons dans le potentiel non seulement social, mais aussi économique de votre idée. Il ouvrit le dossier révélant un contrat. Nous offrons un capital initial, un espace physique et un soutien opérationnel pendant 2 ans. En échange, une participation minoritaire et un siège au conseil consultatif. Émilie prit le document d'une main tremblante. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gérer. Mais pourquoi? Le prix du concours est déjà substantiel. Parce que je crois en vous, Émilie, et parce que ce projet est trop important pour être limité par les ressources. Il fit une pause, ses yeux fixés sur l'horizon de la ville. Hélène disait souvent que la plus grande tragédie de la France n'est pas la pauvreté, mais le gaspillage du potentiel humain. Le projet Passerelle peut commencer à changer cela. Émilie sentit le poids de la responsabilité et l'émotion de la reconnaissance à part égale. « Je ne sais pas quoi dire, Thomas. Dites oui ou dites non. C'est votre décision, votre vie, votre projet. Et mon travail chez Laurent. » « Terminé, répondit-il simplement. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Maintenant, il est temps de construire quelque chose à vous. » Cette réponse si directe provoqua un mélange de sentiments contradictoires chez Émilie, de la joie pour l'opportunité, de l'appréhension, face au défi, et une pointe inattendue de tristesse à la perspective de ne plus travailler directement avec Thomas. « Et si j'échoue ?» Thomas sourit. « Alors vous apprendrez quelque chose de précieux et vous réessayerez. N'est-ce pas ce que vous défendez vous-même dans le projet Passerelle, le droit d'essayer, d'échouer et de recommencer ?» Il tendit la main, offrant « Un stylo, qu'en dites-vous » Émilie regarda la ville, le stylo, le contrat. Elle pensa à sa mère, à tous les jeunes qu'elle avait rencontrés à Marseille, à son propre parcours depuis le jour où elle s'était évanouie dans ce hall. Avec un sourire décidé, elle prit le stylo. « Je dis que la passerelle commence. Tout juste à être construite. » Pendant qu'elle signait le document, Émilie ne remarquait pas que de l'autre côté de la terrasse, Paul Mercier observait la scène avec un sourire satisfait, comme quelqu'un qui voit un plan soigneusement élaboré donner ses premiers fruits décisifs. 6 mois s'étaient écoulés depuis la victoire au concours. Le projet Passerelle occupait maintenant un étage entier dans un édifice commercial moderne, sur l'avenue de la Grande Armée, cœur financier de Paris. L'équipe initiale de 3 personnes s'était agrandie à 12, incluant des psychologues, des spécialistes en ressources humaines et des développeurs de technologie. Émilie s'était transformée. La jeune femme peu sûre d'elle qui s'était évanouie en essayant de remettre un CV dirigeait maintenant des réunions avec des cadres de multinationales, négociait des partenariats avec des universités et donnait des interviews à d'importants médias. Son visage avait fait la couverture du magazine Entrepreneur de France avec le titre « Le Pissonsas, un nouveau visage de l'impact social ». Un lundi matin particulièrement agité,
Émilie était dans son bureau en train de réviser les chiffres du premier semestre quand Marie, son assistante, entra avec une expression préoccupée. « Amy, France Gaz. » Qu'a annulé la réunion de demain. C'est la 3e entreprise qui se désiste ces 2 dernières semaines. Émilie fronça les sourcils. France Gaz était l'une des plus grandes entreprises énergétiques du pays et sa participation au projet Passerelle serait stratégique pour atteindre les objectifs établis. Ils ont donné une justification, la même que d'habitude, réévaluation des priorités stratégiques. L'euphémisme corporatif pour « nous ne sommes pas vraiment intéressés ». Émilie soupira, sentant la frustration grandir. Malgré le bourdonnement initial et le soutien public de figures importantes comme Thomas Laurent, convaincre les entreprises de s'engager réellement dans le projet se révélait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. « Nous avons une réunion avec l'équipe dans 15 minutes. » rappela Marie. Et le professeur Paul a appelé. Il a dit qu'il doit vous parler urgemment. Paul? Il n'a pas mentionné le sujet? Non, mais il semblait préoccupé. C'était inhabituel. Depuis le début du projet Passerelle, Paul Mercier était devenu un mentor précieux, toujours disponible pour conseiller mais respectant l'autonomie d'Émilie. Un appel urgent de sa part était source d'inquiétude. Dans la salle de réunion, l'équipe attendait. Par leur visage tendu, Émilie comprit que tous étaient au courant des annulations récentes. Elle décida d'affronter directement l'éléphant dans la pièce. « Bonjour à tous. Je sais que vous êtes préoccupés par les entreprises qui se retirent. Je le suis aussi. Mais nous devons comprendre ce qui se passe pour le résoudre. » Marianne, directrice des partenariats corporatifs et ex-cadre d'une multinationale, fut la première à s'exprimer. « J'ai discuté avec certains contacts. Il y a des rumeurs qui circulent sur le marché. » « Quel genre de rumeurs ?» demanda Émilie, sentant un nœud à l'estomac. « On dit que le projet Passerelle n'est qu'une façade pour que Laurent Investissement améliore son image publique, que tout le discours d'inclusion n'est que du marketing. » La salle resta silencieuse. Cette accusation était exactement l'opposé de tout ce qu'Émilie et son équipe construisaient. « C'est absurde, » réagit-elle. « Nous avons une totale indépendance dans les décisions. L'investissement de Laurent a été fondamental, oui, mais nous sommes une organisation autonome. » « Nous le savons, Amy, » intervint Raphaël, le directeur financier. « Mais la perception du marché est différente. Votre lien personnel avec Thomas Laurent alimente ces rumeurs. » Émilie sentit comme si elle avait reçu un coup de poing. Sa relation avec Thomas, auparavant vue comme un avantage, se transformait maintenant en obstacle. « Il y a plus, » continua Marianne, visiblement mal à l'aise. Un journal économique prépare un article sur la façon dont les entreprises utilisent des initiatives d'impact social pour détourner l'attention de pratiques douteuses. Le projet Passerelle est mentionné comme exemple. « C'est une calomnie. » s'exclama Émilie, indignée. « Pouvons-nous poursuivre en justice ?»« Nous pouvons, mais ce serait contre-productif, » pondéra Lucas, l'avocat de l'équipe. « Cela entrerait dans la narration de puissants essayant de faire taire les critiques. » La réunion continua pendant 1 heure de plus, l'équipe discutant des stratégies pour contourner la crise d'image qui se formait. À la fin, Émilie se sentait épuisée et désorientée. Comment quelque chose de si pur dans son intention pouvait-il être si facilement déformé? Dès qu'elle retourna à son bureau, elle appela Paul Mercier. Le professeur répondit à la première sonnerie, comme s'il attendait l'appel. « Émilie, nous devons parler en personne. Je peux passer en fin de journée ?» « Bien sûr, Paul. Quelque chose s'est produit? Je préfère en parler en personne, à plus tard. » Le ton énigmatique de Paul ne fit qu'intensifier l'inquiétude d'Émilie. Elle essaya d'appeler Thomas pour partager ses préoccupations, mais l'appel fut dirigé vers la messagerie. Selon Claire, il était en réunion consécutive toute la journée. En fin d'après-midi, Paul arriva au bureau du projet Passerelle. Son air grave confirma que la conversation ne serait pas agréable. « Merci de me recevoir, Émilie. Je regrette d'être porteur de nouvelles difficiles. Nous sommes déjà au courant des rumeurs, Paul. Nous élaborons une stratégie de communication. Pour... » « Ce ne sont pas seulement des rumeurs, » l'interrompit-il. « Je crains que ce soit quelque chose de plus concret. » Il ouvrit sa pochette et remit à Émilie un ensemble de documents. C'étaient des emails internes de Laurent Investissement, apparemment divulgués, discutant comment le projet Passerelle pourrait aider à nettoyer l'image de l'entreprise,
après les répercussions négatives de l'affaire Méditerranée. L'affaire Méditerranée. Quelle affaire est-ce? Paul semblait sincèrement surpris. Vous ne savez pas? Laurent fait l'objet d'une enquête pour avoir financé des entreprises accusées de déforestation illégale en Méditerranée. L'affaire est sous secret judiciaire, mais le ministère public devrait la rendre publique prochainement. Émilie sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était impossible. Thomas ne s'impliquerait jamais dans quelque chose comme ça. Lui, qui avait toujours parlé avec tant de passion du développement durable, il doit y avoir une erreur, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Paul. J'espère sincèrement que oui, répondit-il. Mais ces emails semblent authentiques et les dates coïncident avec la période où Thomas a décidé d'investir dans votre projet. Un terrible soupçon commença à se former dans l'esprit d'Émilie. Était-il possible que Thomas l'ait utilisé depuis le début? Que tout le soutien, tout le mentorat, toute l'apparente générosité n'ait été qu'une stratégie calculée pour créer un écran de fumée? Qui vous a remis ces documents? Demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Une source anonyme, probablement quelqu'un de l'intérieur même de Laurent. Émilie, je suis venue vous alerter parce que le projet Passerelle est trop important pour être entraîné dans ce scandale. Paul posa sa main sur la sienne dans un geste paternel. Vous devez vous distancer de Laurent Investissement, immédiatement. Mais ils sont nos principaux investisseurs. Nous avons un contrat, des engagements. Les contrats peuvent être renégociés. Ce qui ne peut pas être facilement récupéré, c'est la réputation. Les paroles de Paul pesaient comme du plomb. Se distancer de Laurent signifierait non seulement un coût financier, mais aussi une rupture personnelle avec Thomas, quelqu'un qui était devenu une figure centrale dans sa vie. Je dois parler à Thomas avant de prendre une décision, dit Émilie, ferme. Paul acquiesça, compréhensif. C'est juste, mais soyez prudente. Et rappelez-vous, votre loyauté doit d'abord aller au projet Passerelle et à tous les jeunes qui en dépendent. Après le départ de Paul, Émilie resta dans son bureau bien au-delà de l'horaire normal, essayant à plusieurs reprises de contacter Thomas. Tous les appels tombèrent sur la messagerie. Elle envoya des messages qui furent vus, mais restèrent sans réponse. Ce silence était plus douloureux que n'importe quelle confirmation directe des accusations. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu, Émilie sentit qu'il y avait un mur infranchissable entre eux. Il était déjà minuit passé quand elle décida de se rendre personnellement à la résidence de Thomas, un penthouse dans le 16e arrondissement. Elle n'y était jamais allée auparavant, mais elle connaissait l'adresse par les documents de l'entreprise. Le portier, la reconnaissant d'après des photos dans les journaux, autorisa sa montée après confirmation auprès de l'appartement. Dans l'ascenseur, Émilie répétait mentalement ce qu'elle dirait. Elle voulait croire en l'innocence de Thomas, mais les documents étaient trop convaincants pour être ignorés. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit directement sur le hall du penthouse, Émilie trouva non pas Thomas, mais Claire. « Il n'est pas là », informa l'assistante avec gentillesse. « Il est parti pour Bruxelles il y a quelques heures. Affaires urgentes. » « Quel genre d'affaires urgentes ?» questionna Émilie, incapable de cacher sa frustration. Claire hésita, clairement mal à l'aise. « Je ne suis pas autorisée à en discuter. C'est à propos de l'affaire Méditerranée, n'est-ce pas? À propos des accusations de financement de la déforestation. » L'expression de Claire changea subtilement, révélant surprise et préoccupation. « Comment savez-vous cela? »« Alors, c'est vrai ?» insista Émilie, sentant son cœur se serrer. « C'est compliqué, Émilie, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Expliquez-moi alors. Aidez-moi à comprendre pourquoi l'homme que j'ai admiré pour son intégrité serait impliqué dans quelque chose de si contraire à tout ce qu'il défend publiquement. » Claire soupira profondément, comme quelqu'un qui finalement se rend après. Une longue bataille intérieure. « Entrez. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle conduisit Émilie au bureau privé de Thomas, une pièce élégante avec des murs couverts de livres et une vue spectaculaire sur la ville. Sur l'un des murs, un tableau attira l'attention d'Émilie. Une photographie de Thomas beaucoup plus jeune, aux côtés d'une femme au sourire radieux, devant une école dans une communauté rurale. « Hélène », murmura Émilie, reconnaissant, l'épouse décédée de Thomas par les traits délicats qu'elle avait déjà vus sur d'autres photos. « Oui », confirma Claire. Cette photo a été prise dans les Cévennes, où ils ont initié le premier projet de la fondation Nouveau Horizon. Claire alluma l'ordinateur sur le bureau
et ouvrit un dossier protégé par mot de passe. Ce que je vais vous montrer maintenant sont des documents confidentiels. Je risque mon emploi, mais vous méritez de connaître la vérité. Dans les minutes qui suivirent, Émilie plongea dans une histoire complexe qui changerait complètement sa perception de Thomas Laurent et du projet Passerelle lui-même. Une histoire qui impliquait non seulement des questions environnementales et sociales, mais aussi des loyautés, des trahisons et un plan beaucoup plus ambitieux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Mon Dieu !» murmura Émilie, après avoir fini de lire les documents. « Alors tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. »« Exactement, » confirma Claire. « Et maintenant vous devez décider, quel sera votre rôle dans cette histoire ?» Cette nuit-là, seule dans un taxi rentrant chez elle, Émilie se sentait comme si elle venait de se réveiller d'un rêve ou, peut-être plus précisément, comme si elle venait d'entrer dans un rêve. Les révélations de Claire avaient bouleversé son monde, la forçant à questionner non seulement ses loyautés, mais aussi ses propres valeurs et convictions. En arrivant à son appartement, elle trouva Sophie encore éveillée, l'attendant, avec une expression préoccupée. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda son amie dès qu'elle entra. « Quelles nouvelles ?» Sophie lui montra sa tablette. À l'écran, la manchette d'un journal numérique annonçait en gros caractères « Exclusif, les coulisses de l'Empire Laurent et ses connexions dangereuses ». Émilie s'assit lourdement sur le canapé, sentant comme si l'univers conspirait pour tester ses limites en une seule nuit. « Que vais-je faire, Sophie ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'épuisement émotionnel. « Ce que tu fais toujours », répondit Sophie, tenant fermement sa main. « Ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Émilie écrivit une longue lettre à Thomas. Non pas une lettre d'accusation ou de rupture, mais une invitation à une conversation honnête. Parce que malgré tout ce qu'elle avait découvert, une chose restait claire dans son cœur. Les ponts ne se construisent pas avec des silences, mais avec des dialogues, aussi difficiles soient-ils. Le siège de Laurent Investissement bouillonnait d'activité ce vendredi matin. Des journalistes s'agglutinaient à l'entrée, avides de déclarations sur le scandale qui dominait les manchettes économiques. Des agents de sécurité renforcés gardèrent les accès, tandis que des attachés de presse tentaient de contrôler le chaos informatif qui s'était installé. Émilie traversa cette foule d'un pas décidé, ignorant les flashs et les questions lancées dans sa direction. Son visage, désormais reconnaissable après des mois d'exposition médiatique, provoquait encore plus d'agitation. « Mademoiselle Martin, le projet Passerelle va-t-il se désolidariser de Laurent ?»« Émilie, saviez-vous pour les investissements en Méditerranée? Quelle est votre relation actuelle avec Thomas Laurent ?» Les questions ricochèrent comme des balles, mais elle gardait les yeux fixés sur l'entrée, protégée par la détermination de celle qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Dans le hall, elle fut accueillie par Claire, dont le visage révélait des nuits mal dormies. « Il vient de rentrer de Bruxelles », informa l'assistante, la conduisant directement aux ascenseurs exécutifs. « Il vous attend dans la salle de réunion du dernier étage, pas dans son bureau. »« Qui d'autre sera présent ?» demanda Émilie, essayant de se préparer mentalement. « Personne. Il a annulé tous ses engagements de la matinée. Il a dit que cette conversation doit avoir lieu sans interruption ni témoin. » L'ascenseur monta silencieusement, reflétant dans ses parois miroirs l'image d'une Émilie transformée. Ce n'était plus la jeune femme peu sûre d'elle d'il y a un an, mais une femme qui avait trouvé sa voie et son but. Ses yeux, cependant, révélèrent la même détermination que toujours. La salle de réunion occupait l'angle le plus privilégié, du dernier étage, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de Paris. Thomas était déjà là, debout près de la fenêtre, observant la ville qu'il avait contribué à façonner au cours de 2 décennies d'affaires. Entendant la porte s'ouvrir, il se retourna. Son visage montrait des signes évidents de fatigue, mais ses yeux conservaient leur intensité caractéristique. « Merci d'être venue, Émilie. » Elle acquiesça, maintenant une distance émotionnelle et physique. « Votre assistante m'a montré quelques documents hier soir. Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Thomas indiqua la table de réunion. Sur celle-ci, les journaux du jour affichaient des manchettes sensationnalistes sur « Le scandale Méditerranée » et la supposée double face de l'Empire Laurent. « La presse se régale », commenta-t-il avec un sourire amer. « Rien ne vend mieux que la chute d'un empire, comme ils aiment l'appeler. »
Est-ce vrai? Demanda directement Émilie. Votre entreprise a-t-elle financé des opérations de déforestation en Méditerranée? Thomas la regarda quelques instants avant de répondre « oui » et « non ». Comme presque tout dans la vie, la vérité est plus complexe que les manchettes. Il prit une télécommande et activa un système de projection. Sur le mur opposé aux fenêtres apparut une carte détaillée du pourtour méditerranéen, avec des zones surlignées en différentes couleurs. Il y a 5 ans, Laurent Investissement a créé un fonds spécifique pour le développement économique dans la région méditerranéenne. L'idée était de financer des projets qui concilient préservation environnementale et génération de revenus pour les communautés locales. Avec quelques commandes, il agrandit une région spécifique de la carte. Voici le territoire du projet Nouvelle Forêt, notre plus grande initiative. Un modèle d'agroforesterie qui emploie des techniques traditionnelles combinées à la technologie moderne pour la culture durable d'oliviers, de lavande et d'autres cultures autochtones. Émilie observait attentivement, essayant de connecter cette narration aux accusations qui circulaient dans les médias. Le problème, continua Thomas, a commencé quand l'un de nos partenaires locaux, le groupe Méditerranée Productive, s'est écarté du projet original. Au lieu de suivre le modèle agroforestier convenu, ils ont commencé à mettre en œuvre une approche plus agressive, supprimant la végétation native dans des zones qui devaient être préservées. « Et vous ne l'avez pas remarqué ?» questionna Émilie, sceptique. « Pas immédiatement, la région est vaste, le suivi est difficile, et ils étaient habiles à masquer les données. Quand nous l'avons découvert, il y avait déjà des dommages significatifs. » Thomas fit une pause, comme s'il mesurait ses prochaines paroles. Ce que la presse ne sait pas, et qui fait partie des documents que Claire vous a montrés, c'est que c'est nous-mêmes qui avons dénoncé le groupe Méditerranée Productive aux autorités environnementales, confidentiellement pour ne pas compromettre l'enquête. Émilie fronça les sourcils, traitant l'information. « Si vous les avez dénoncés, pourquoi êtes-vous aussi sous enquête? » Parce que le ministère public considère que nous avons eu une responsabilité pour n'avoir pas surveillé adéquatement nos investissements. Et techniquement, ils ont raison. Thomas éteignit la projection et s'assit, invitant Émilie à faire de même. Mais ce n'est que la couche superficielle de l'histoire. Il y a quelque chose de plus grand en jeu. Il prit un dossier fermé sur la table et le fit glisser vers Émilie. Ce que Claire vous a montré hier n'était qu'une partie de la vérité. Voici le reste. Dans le dossier, Émilie trouva des documents détaillant une opération appelée Projet Gardien, une initiative secrète de Laurent Investissement pour identifier et exposer des réseaux de corruption impliquant des exploitants forestiers illégaux, l'accaparement des terres et le blanchiment d'argent en Méditerranée. Nous travaillons avec une force spéciale indépendante depuis près de 3 ans, expliqua Thomas. Des enquêteurs, des journalistes, des experts environnementaux, des leaders communautaires. L'objectif est de cartographier toute la chaîne de destruction, qui finance, qui exécute, qui protège politiquement, qui blanchit l'argent. Émilie leva les yeux des documents, stupéfaite. Pourquoi garder cela secret? Ce serait un coup de marketing incroyable pour l'entreprise. Et compromettrait toute l'opération, répondit Thomas. Beaucoup de personnes impliquées dans ces réseaux sont puissantes, Émilie. Des politiciens, des entrepreneurs influents, même des figures du système judiciaire. S'ils savaient que nous enquêtions, non seulement l'opération échouerait, mais des vies seraient en danger. L'ampleur de cette révélation laissa Émilie momentanément sans voix. C'était une conspiration dans le meilleur sens du terme, des personnes conspirant pour le bien, pour l'avenir de la forêt et de ses peuples. Et où le projet Passerelle s'inscrit-il dans tout cela? Demanda-t-elle finalement. Thomas sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. Au début, nulle part. Quand je vous ai trouvé dans ce hall, quand j'ai lu votre lettre, il n'y avait aucun plan autre que d'aider quelqu'un avec un potentiel extraordinaire. C'était organique. Il se leva inquiet et retourna observer la ville par la fenêtre. Mais à mesure que vous développiez le projet Passerelle, que je voyais votre vision prendre forme, j'ai réalisé qu'il y avait une connexion profonde avec ce que nous essayons de faire en Méditerranée. Les 2 projets, au fond, traitent de justice. Justice sociale, justice environnementale. Ce sont les faces d'une même pièce. Émilie essayait d'absorber tout cela, réorganisant mentalement le récit des derniers mois. Les
Rumeurs selon lesquelles le projet Passerelle ne serait qu'une façade pour améliorer l'image de Laurent ont été délibérément plantées, compléta Thomas, mais pas par nous, par ceux qui se sentent menacés par le projet Gardien et qui ont découvert que nous en sommes à l'origine. C'est une tentative de discréditer tout ce que nous touchons. Et Paul, il est au courant de tout cela? L'expression de Thomas durcit subtilement. Paul, c'est compliqué. Comment ça? Paul Mercier est un homme de principe, un universitaire brillant, et il a été fondamental pour ma formation. Mais ces dernières années, nos visions sur la façon de provoquer des changements sociaux ont considérablement divergé. Thomas fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Paul croit que le système économique actuel est irréformable, qu'il nous faut une rupture complète pour construire quelque chose de nouveau. Je crois que nous pouvons et devons transformer le système de l'intérieur. Émilie sentit un frisson en se souvenant de sa conversation avec Paul, de comment il avait insisté pour qu'elle s'éloigne complètement de Laurent. Vous suggérez que Paul pourrait saboter le projet Passerelle? Pas directement, répondit Thomas. Paul ne ferait jamais quelque chose qui nuirait aux jeunes des quartiers défavorisés. Mais il peut sincèrement croire qu'éloigner le projet de Laurent serait la meilleure voie. Cette possibilité était troublante. Paul était devenu un mentor important pour Émilie, quelqu'un en qui elle avait profondément confiance. J'ai besoin de preuves, Thomas, de tout cela. Je ne peux pas simplement croire sur parole après tant de révélations. Juste, acquiesça-t-il. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette réunion dans un lieu spécifique. Il appuya sur un bouton du téléphone sur la table. « Claire, vous pouvez amener nos invités ?» Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Claire entra, suivie de 3 personnes qu'Émilie n'avait jamais vues auparavant. Une femme, berbère d'environ 50 ans, un homme d'âge moyen à l'allure de journaliste d'investigation, et un jeune homme qui ne paraissait pas avoir plus de 30 ans, vêtu avec la simplicité caractéristique de ceux qui vivent dans des communautés rurales. Émilie, je voudrais vous présenter Aïcha Karim, activiste environnementale, Richard Lefebvre, journaliste qui coordonne l'équipe d'enquête du projet Gardien, et Mathieu Roussel, né et élevé dans la région du projet Nouvelle Forêt. Dans les 2 heures qui suivirent, Émilie entendit des récits détaillés sur la situation en Méditerranée, sur l'opération secrète coordonnée par Laurent Investissement et sur comment le projet Passerelle pourrait s'intégrer à cette initiative plus large, créant des opportunités éducatives et professionnelles pour les jeunes des communautés affectées. Mathieu, en particulier, raconta comment le projet Nouvelle Forêt avait transformé sa communauté avant la déviation de conduite du groupe Méditerranée Productive. Pour la première fois, nous avions une alternative réelle aux carrières et à la déforestation, expliqua-t-il. Des familles entières ont recommencé à croire qu'il était possible de prospérer en préservant la forêt. Quand les invités se retirèrent, Émilie resta silencieuse quelques minutes, assimilant tout ce qu'elle avait entendu. Finalement, elle regarda directement Thomas. « Pourquoi ne m'avez-vous pas raconté cela avant? Pourquoi tout ce mystère? »« Protection, » répondit-il simplement. « Moins vous en saviez, moins vous seriez en danger si quelque chose tournait mal. Mais maintenant que votre nom est inévitablement lié au mien dans les médias, vous garder dans l'ignorance serait plus dangereux que de révéler la vérité. » Il s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Émilie, ce qui se passe ensuite est entièrement votre choix. Vous pouvez vous éloigner complètement de Laurent, déclarer publiquement que vous avez été trompée et continuer le projet Passerelle de façon indépendante. Personne ne vous blâmerait pour cela et je garantirai que le financement continue, fait influer discrètement. » Il fit une pause, ses yeux fixés dans les siens. « Ou vous pouvez vous joindre à nous dans cette bataille plus grande. Intégrer le projet Passerelle au Gardien, étendant son action pour inclure des communautés méditerranéennes. Ce serait plus risqué, plus exigeant, mais potentiellement plus transformateur. » Émilie se leva, ayant besoin d'espace pour réfléchir. L'ampleur de la décision à prendre était écrasante. Combien de temps ai-je pour décider? En circonstances normales, je dirais le temps dont vous avez besoin. Mais les médias sont en frénésie, les entreprises partenaires sont nerveuses et votre équipe a besoin de direction. Réalistement, vous avez jusqu'à lundi. Elle acquiesça, comprenant l'urgence. Une dernière question, Thomas. Hélène connaissait-elle le projet Gardien?
La mention de ce nom sembla toucher quelque chose de profond en Thomas. Son regard s'adoucit et un sourire mélancolique apparut sur ses lèvres. « Le projet gardien était son idée, » répondit-il. « Hélène a grandi à la frontière, méditerranéenne, fille d'une institutrice rurale et d'un petit agriculteur. Elle disait toujours que la vraie richesse de la France ne résidait pas dans l'or ou le pétrole, mais dans la sagesse de ses peuples d'origine et dans la biodiversité de ses forêts. » Il fit une pause, comme s'il revisitait des souvenirs précieux. Dans les derniers mois de sa vie, quand elle savait déjà qu'elle ne vaincrait pas la leucémie, Hélène m'a fait promettre que je continuerais sa lutte. Le projet gardien a été la façon dont j'ai trouvé d'honorer cette promesse. Cette révélation finale toucha profondément Émilie. Soudain, tout prenait sens. L'intérêt de Thomas pour son potentiel, l'investissement dans le projet, Passerelle, la connexion avec Paul Mercier. Ce n'était pas seulement une question d'affaires ou d'image publique, mais d'un héritage de transformation sociale et environnementale. En quittant le bâtiment de Laurent Investissement, Émilie affronta à nouveau le harcèlement des journalistes. Cette fois, cependant, elle s'arrêta brièvement et fit une seule déclaration. Le projet Passerelle restera fidèle à sa mission de construire des ponts entre talent et opportunités. Quant aux accusations impliquant Laurent Investissement, je ferai une déclaration officielle lundi, après avoir soigneusement évalué tous les faits. Le week-end qui suivit fut d'intenses réflexions. Émilie se réunit avec son équipe, discuta longuement avec sa mère et rencontra même secrètement Paul Mercier pour entendre sa version de l'histoire. Le professeur, confronté aux informations qu'elle avait obtenues, ne nia pas sa divergence philosophique avec Thomas, mais jura qu'il n'agirait jamais pour nuire au projet Passerelle. « Je crois sincèrement que vous seriez mieux loin de l'influence de Laurent, » expliqua-t-il. « Mais la décision finale a toujours été et sera toujours la vôtre, Émilie. J'ai confiance en votre discernement. » Lundi matin, l'auditorium du siège du projet Passerelle était comble. Journalistes, partenaires, bénéficiaires du programme, tous attendaient anxieusement la déclaration d'Émilie. Quand elle monta enfin sur scène, portant non pas le costume d'affaires habituel, mais un ensemble qui mélangeait des éléments urbains et des références à la culture méditerranéenne, un silence expectant s'empara de l'ambiance. « Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence en un moment si crucial pour le projet Passerelle et pour l'avenir que nous voulons construire collectivement. » Émilie fit une pause, ses yeux parcourant l'auditorium jusqu'à trouver, au dernier rang, la silhouette de Thomas Laurent, qui assistait discrètement. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la relation entre le projet Passerelle et Laurent Investissement. Spéculation, accusation, théorie du complot. Je suis ici aujourd'hui pour présenter des faits et, plus important, pour réaffirmer des principes. Avec clarté et conviction, elle expliqua la situation en Méditerranée, le rôle de Laurent dans la dénonciation des irrégularités et comment le scandale était manipulé par des intérêts puissants, opposés à la préservation environnementale. Le projet Passerelle est né de la conviction que les talents existent partout, mais pas les opportunités, que nous devons construire des chemins pour que les jeunes des communautés vulnérables puissent développer pleinement leur potentiel. Cette mission reste inchangée. Elle fit une nouvelle pause. Le silence dans l'auditorium était total. Mais aujourd'hui, j'annonce que nous élargissons notre horizon. À partir de maintenant, le projet Passerelle inclura dans sa portée les communautés méditerranéennes, affectées par la déforestation et l'exploitation prédatrice. Nous apporterons éducation, formation professionnelle et opportunités de développement durable pour des jeunes qui se voient aujourd'hui forcés de choisir entre détruire la forêt ou vivre dans la misère. La déclaration provoqua un bourdonnement dans l'auditorium. Quelques journalistes commencèrent à poser des questions simultanément, mais Émilie leva la main, demandant le silence. Quant à notre relation avec Laurent Investissement, nous resterons partenaires, mais avec un important changement structurel. À partir d'aujourd'hui, le projet Passerelle devient une organisation indépendante, avec une gouvernance propre et transparente. Laurent maintiendra sa participation comme investisseur, mais sans pouvoir de décision sur nos directives stratégiques. Au siège de devant, Émilie vit son équipe sourire, approuvant la solution équilibrée. Au fond, Thomas fit un discret signe de tête, en accord. Cette décision n'a pas été prise pour apaiser des critiques ou protéger des réputations.
Elle a été prise parce que nous croyons que la France que nous voulons construire, juste, durable, inclusive, exige que différents secteurs de la société travaillent ensemble, chacun dans son rôle, mais unis par un objectif commun, elle. Conclut avec une phrase qui serait largement reproduite dans les informations de ce jour. Les vraies passerelles ne connectent pas seulement des rives, mais aussi des personnes, des idées et des visions du monde apparemment opposées. Notre nom n'est pas accidentel, c'est notre essence et notre engagement. Dans les mois qui suivirent, le projet Passerelle affronta d'immenses défis. Certaines entreprises partenaires s'éloignèrent, craignant la controverse, mais d'autres, inspirées par le courage d'Émilie, se rapprochèrent. L'expansion vers les communautés méditerranéennes se révéla plus complexe que prévu, exigeant des adaptations constantes et des apprentissages douloureux. La relation entre Émilie et Thomas se transforma également. De mentors et protégés, ils devinrent graduellement des partenaires à égalité, chacun reconnaissant en l'autre des forces complémentaires. Lui avec son expérience, sa vision stratégique et ses ressources, elle avec son authenticité, son énergie innovante et sa connexion authentique avec les communautés. 1 an après le scandale Méditerranée, comme il fut connu dans les médias, Émilie se trouvait à nouveau sur la terrasse de Science, où, temps auparavant, elle avait signé le contrat qui donna vie au projet Passerelle. Cette fois, elle n'était pas seule. Madame Monique, Sophie, Thomas et toute l'équipe originale célébraient la remise des diplômes de la première promotion du programme, 30 jeunes de quartiers périphériques de Paris et 10 de communautés côtières méditerranéennes, tous employés dans des entreprises engagées dans des pratiques durables. « Tu as réussi, ma fille », dit Madame Monique, embrassant Émilie avec fierté. « Tu as construit ta passerelle. »« Nous avons construit, maman, » corrigea-t-elle, regardant toutes les personnes qui avaient contribué à ce moment. Personne ne construit des ponts seul. À distance, observant la scène avec un sourire discret, Paul Mercier leva son verre dans un toast silencieux. Malgré les divergences philosophiques, il ne pouvait nier que son ancien élève avait trouvé un chemin unique, ni totalement à l'intérieur du système, ni complètement en dehors, mais le transformant à partir des frontières, comme une rivière qui, lentement mais inexorablement, modifie le paysage par où elle passe. À l'horizon de Paris, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et rouges qui rappelaient les couleurs de la Méditerranée. Quelque part, dans cette ville de contraste, d'autres Émilie attendaient leur opportunité de construire leur propre passerelle. Et grâce au travail qu'elle avait initié, beaucoup de ces passerelles avaient maintenant une chance de devenir réalité. « Pour l'avenir », trinqua Thomas, s'approchant d'Émilie. « Pour les passerelles que nous allons encore construire », compléta-t-elle. Leurs regards se croisèrent, chargés de tout ce qu'ils avaient vécu et de tout ce qui restait à venir. Défis, réussites, et la certitude que les vraies transformations exigent non seulement vision et courage, mais aussi la sagesse d'unir des forces apparemment opposées au nom d'un objectif plus grand qui transcende les différences et illumine des chemins auparavant invisibles.